Donc ce soir, nous allons débattre. Alors je vais donner l'intitulé de notre débat, année 2030. L'ère des robots arrive, qui va être douloureux pour notre vanité de nous trouver devant des intelligences artificielles plus rapides, plus performantes, plus intelligentes que nous, organisant des entreprises, créant de nouveaux concepts. Quelle place nous restera-t-il à nous, humains sapiens, fleurons de l'intelligence artificielle? Non, Naturelle, pardon. Fleurons de l'intelligence naturelle, pardon. Donc, pour le débat, donc il va y avoir quelques questions. Une intelligence artificielle, l'intelligence artificielle sera-t-elle de remplacement, d'accompagnement ou d'interaction strictement indépendante de l'humain? En quoi l'intelligence artificielle va-t-elle améliorer ou pas? Allons-nous vers un ultra-libéralisme, un socialisme, etc. L'action sociale humaine. Alors, sera-t-elle un modèle fermé? On en connaît les aboutissants évidents. Ou un modèle ouvert? On ignore où l'intelligence artificielle va se développer par rapport à nous. Quelle sera la place de l'humain dans les unités logistiques? Les humains seront-ils plus instruits, plus cultivés ou plus imbéciles? Donc il y aura certainement un mimétisme bipolaire. Nos cerveaux copient les intelligences artificielles, l'illettré copie son chat GPT. Donc on va parler de Bruno Bachimon et de son livre. Bruno Bachimon, qui est un chercheur à l'Université de technologie de Compiègne, alors, qui a écrit une thèse sur les machines qui pensent à notre place aux machines qui donnent à penser. Alors, des intelligences artificielles sont conçues pour être expertes d'un domaine. Il y aura plusieurs intelligences artificielles. Il y en aura qui seront conçues pour être expertes d'un domaine et d'autres qui seront beaucoup plus généralistes. Donc, on va parler aussi de l'exploration des autres planètes et l'intelligence artificielle. En particulier, là j'ai pris pour exemple la planète Mars. L'intelligence artificielle est un progrès pour des problèmes fermés qui utilisent la puissance de calcul ou semi-ouverts. Donc, voilà, il y aura des problèmes fermés ou semi-ouverts donc pour la conquête de l'espace, l'exploration d'autres planètes. Donc on aura un volet philosophie, questions sociales, art de vivre. Alors, l'intelligence artificielle en devenir sera-t-elle coopérante? Est-ce qu'elle sera notre amie? Est-ce qu'on va pouvoir vivre avec elle? Est-ce qu'elle ne sera pas invasive et plutôt intégrative? Sera-t-elle accessible à tous? Y aura-t-elle différents niveaux d'intelligence artificielle? Est-ce qu'on pourra tous obtenir un accès à cette intelligence artificielle? Ou est-ce qu'il y aura certainement il n'y aura que quelques individus qui en auront l'accès, et d'autres un autre accès mais moins important. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle sera l'unique source de savoir? Donc, y aura-t-il disparition des livres, des documents papier, perte d'informations? Y aura-t-il un risque de schéma orwellien? Alors, on espère que l'intelligence artificielle sera en relation avec les valeurs que nous souhaitons pour la société. Est-ce qu'elle sera pour l'utilisateur d'une utilisation mécanique, réductive ou au contraire constructive? Donc allons-nous l'utiliser mécaniquement ou allons-nous nous servir de cette intelligence artificielle pour développer nos cerveaux, pour réfléchir? Est-ce qu'elle va nous ouvrir vers d'autres questionnements, vers d'autres savoirs? Est-ce qu'on se posera des questions quand on utilisera l'intelligence artificielle? Ou est-ce qu'on va juste se servir de la réponse de l'intelligence artificielle sans réfléchir? Alors, est-ce que cette intelligence artificielle sera une source de division? Pourquoi? Parce qu'une partie de la population souhaitera l'utiliser pleinement, une autre souhaitera l'utiliser un peu moins ou beaucoup moins, et pour une autre, ne souhaitera pas du tout l'utiliser. Donc je ne sais pas si on abordera tous ces volets ce soir,
Donc un autre volet qui pourrait être ouvert, c'est l'éducation, les métiers de demain. Eh ben, en Chine, par exemple, une femme robot pilotée par une intelligence artificielle devient PDG d'une entreprise de plusieurs milliers de salariés. Alors, et par exemple aussi, une robot dirige une société et trouve des solutions d'organisation auxquelles l'humain n'avait pas pensé. Il nous faut penser autrement les méthodes d'apprentissage et la politique éducative, donc pour les métiers de demain, de formation et de ressources humaines. Alors bien sûr, face à l'intelligence artificielle, il nous faudra réapprendre à apprendre. Donc il y aura des emplois menacés ou réduits. Par exemple, les secrétaires, les assistants, assistantes, juristes, documentalistes, comptables, experts comptables, médecins généralistes, chirurgiens, etc. Et enfin, il y a un dernier volet qu'on abordera, le volet sur la science-fiction. Les robots et l'intelligence artificielle audiovisionnée au travers des films de science-fiction ont conditionné les populations. Et on pourra évoquer la hard science fiction, la hard science fiction, dite aussi hard SF, SF dur ou hard science, est un genre de la science-fiction où les technologies décrites, l'état de la société, voire l'évolution historique, ne sont pas en contradiction avec l'état des connaissances scientifiques au moment de la publication. Il s'agit en quelque sorte du pendant littéraire des sciences spéculatives. Bon, à mes côtés, donc j'ai trois amis, voilà. Donc ils vont se présenter, donner leur prénom. Donc le premier, Stéphane, le second, Constantin et le troisième, Danfield. Voilà, je ne suis pas seul pour le débat, donc nous allons débattre ici. Je vais poser les questions, les premières questions, donc ce que je viens de vous lire. Et puis ensuite, à la fin, on va essayer que le débat soit d'1h30, 2 heures. Et puis de toute façon, c'est une série, comme je vous ai expliqué. On va en relancer plusieurs, et je vous demanderai, pour ceux qui le souhaitent, de m'envoyer vos ajouts, vos questionnements, vos idées par messagerie, et puis on pourra, comme ça, nourrir le futur débat. Je pense que nous allons avoir un débat. Je vais ouvrir une page dédiée sur X Twitter pour cette série débat. Et puis on aura une fois par mois, je pense que c'est vraiment des questions très très importantes, une question très importante pour nous et notre devenir. Donc il y aura un débat par mois. Et donc bien sûr, je vous inviterai à participer à ce débat. Donc alors la première question pour nos amis à côté de moi, l'IA, l'intelligence artificielle, sera-t-elle de remplacement, d'accompagnement ou d'interaction strictement indépendante de l'humain, Delphine? Alors c'est assez particulier parce que dire remplacement, évidemment, tu viens de le dire, il y a un certain nombre de métiers qui vont disparaître, parce qu'il y en a même beaucoup. Donc pour les gens qui sont dans ces métiers-là, il y aura un remplacement. Mais en même temps, pour ceux qui iront vers de nouveaux métiers, cette intelligence artificielle sera un accompagnement. Donc dans cette double acception, je pense qu'on ne peut pas trancher de manière manichéenne l'un ou l'autre. Je pense que ce serait plutôt la troisième version que tu as donnée, c'est-à-dire un peu les deux. Oui, ou ce que je peux ajouter, ça serait peut-être un peu des trois, c'est-à-dire qu'il y a des tâches qui sont répétables et où les savoir-faire sont connus et reproductibles par le geste, où effectivement ça vaut le coup d'avoir une machine qui remplace l'humain, et c'est quelque chose de relativement facile à réaliser, ce qui a déjà été fait ces dernières vingtaines ou trentaines d'années. Après, quand on commence à avoir des tâches un peu plus complexes, on voit que là on est déjà encore On a des technologies qui, peut-être il y a 20 ans par exemple, la traduction automatique ne fonctionnait pas, mais avec beaucoup de temps, des modèles, du travail, finalement on voit que ça commence à être très performant, et à partir d'il y a quelques années, ça commence même à être plus performant qu'un humain. Donc sur des domaines très localisés, très spécialisés, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est vrai que si on est dans des registres calculatoires ou très déterministes, la machine en fait est plus performante que l'humain. Et donc ça veut dire que là, il faut commencer à se poser des questions sur des questions plutôt sociales. C'est-à-dire que est-ce que on choisit
entre guillemets, de remplacer des métiers par des machines, mais ça c'est une décision politique, ou est-ce que on laisse le train du, entre guillemets, j'aime pas ce mot, le train du progrès, finalement miner une société dans laquelle, par exemple, pour former quelqu'un, il faut 10, 20 ans, 30 ans, alors qu'une machine, peut-être qu'elle va apprendre ça en un dixième ou 2, 3 secondes. Donc la question, à mon avis, elle est dans le champ du techno-politique, dans lequel le politique doit être capable de décider si on laisse le train du progrès prendre la place de l'humain et se substituer à l'humain. Et après, on a le troisième régime qui serait une machine ou une intelligence qui est capable de coopérer avec l'humain et qui est capable quelque part de l'emmener vers le haut et l'emmener vers un développement de ses capacités. Mais aujourd'hui, peut-être on commence à préfigurer ce genre d'IA qui sont capables finalement d'amener les personnes à progresser. Mais comme on est dans un monde qui est très économique, qui est très guerrier, les gens s'emparent des IA pour, par exemple, peut-être avoir des objectifs qui sont financiers, économiques, et qui évidemment, ça va dépendre de l'intention de celui qui développe une IA. Si on a un esprit guerrier, on va pouvoir développer une IA qui sera un stratège, et puis si on a un esprit bienveillant, on pourra développer des IA bienveillantes. Et à mon avis, ça se jouera comme ça se jouera sur ce type de problématique, une problématique sociale. Est-ce que la société est en mesure de mesurer les dangers, et mesurer les bénéfices et de créer des IA qui vont dans le sens d'une évolution sociale collective, ou alors est-ce qu'on laisse le champ à des centres d'intérêt, quels qu'ils soient, s'emparer des IA comme des outils qui vont dupliquer une nuisance ou une bienfaisance. Voilà, mais c'est compliqué. Oui. Alors, ce que tu viens de dire, c'est l'intelligence artificielle il vaut mieux qu'elle soit en relation avec nos valeurs, avec les valeurs qu'on prône pour une société. Oui, voilà. Mais je pense que tout le monde ne raisonnera pas de cette façon. Mais il vaut mieux tout le monde n'a pas les mêmes valeurs. Voilà, tout le monde n'a pas les mêmes valeurs. Des valeurs guerrières, des valeurs mercantiles, des valeurs de rentabilité, alors que d'autres genres ont des valeurs au contraire de collectivité, de s'entraider, de mutualisation. Donc c'est sûr qu'il va y avoir des affrontements idéologiques derrière. Après, on peut peut-être aussi faire le pari que créer une intelligence artificielle intégrative, elle peut aussi développer une forme d'intégration de différentes valeurs et être quelque part un objet un peu démocratique, parce que finalement, comme elle est au cœur d'un réseau d'information, finalement, elle dessine une moyenne de valeurs qui sera peut-être admissible par tout le monde. Mais ça, à mon avis, il ne faudrait pas forcément se lancer dans un pari de ce type-là. Alors, Constantin, qu'est-ce que tu veux nous dire? Je vais essayer de réagir un tout petit peu, en tout cas, à ce qui vient d'être dit. Et surtout, en restant dans le questionnement. Bien entendu. Pour ma part, je fais partie des personnes qui utilisent déjà, en tout cas, ces IA, plutôt dans l'accompagnement. J'ai pu élaborer, j'ai même une expertise initiale, en tout cas dans l'intelligence artificielle, spécifiquement dans la vision par ordinateur. Donc pour la protection du copyright et pour le tagage automatique des images et des vidéos. Clairement, en fait, l'IA est un outil. Je peux prendre l'analogie avec un couteau. Un couteau va permettre de cuisiner, de pâtisser, de faire un certain nombre de choses, mais il pourrait très bien être utilisé aussi pour tuer des personnes, faire la guerre. Donc l'IA, c'est un outil. Donc l'outil, on en fait ce qu'on veut. On peut le faire, on peut intentionnellement vouloir faire du bien avec, ou intentionnellement du mal. Donc aujourd'hui, clairement, quand on parle d'IA, on parle potentiellement d'automatisme.
sais pas si on peut parler d'intelligence, parce que l'intelligence qui est derrière, c'est celle des êtres humains. On parle surtout d'une... clairement, aujourd'hui, les IA sont entraînées avec des données qui proviennent de l'intelligence humaine. Elles peuvent être créatives si on leur donne la possibilité d'être créatives. Clairement, pour ChatGPT, il y a un paramètre qui permet, en tout cas, à l'intelligence de proposer en tout cas, de répondre parfois à la même question de manière différente. Donc il y a un aléa, en tout cas, qui donne cette impression que c'est comme un être humain capable de nous répondre quelque chose au gré, en tout cas, de son humeur. Mais quelque part derrière, c'est l'intelligence humaine. Et cette intelligence-là, si elle est alimentée par des choses intelligentes, bah, clairement, elle deviendra de plus en plus intelligente. Mais si elle est alimentée par quelque chose de malsain, de mauvais ou d'incorrect, bah, elle deviendra de moins en moins intelligente. Alors je ne vais peut-être pas rentrer plus dans le détail, parce que je veux revenir à la question. Est-ce que c'est une IA de remplacement? Je pense que oui, pour un certain nombre de tâches, comme ça l'a été dans l'industrie, dans l'informatique, en tout cas d'optimisation des processus d'entreprise. Oui, là-dessus, je vais rebondir. Est-ce que tu penses que ce serait une intelligence artificielle décisionnelle, donc qui viendrait prendre des décisions à notre place? Par exemple, en Chine, il y a une femme robot, pilotée par une intelligence artificielle qui devient directeur général d'une entreprise de plusieurs milliers de salariés, qui prend des décisions pour l'entreprise. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je parle à vous trois, ce genre de... La première question que je me pose, c'est est-ce que c'est vrai ou pas? D'accord. C'est la première question. Et après, je pense que c'est important d'introduire la notion de problème fermé ou problème ouvert. C'est-à-dire que si, par exemple, on est dans un milieu où finalement on connaît les paramètres de la décision, on est dans un milieu connu, ça serait par exemple, on est dans le milieu marin, on est dans le milieu aérien, ce sont des domaines qui sont relativement connus, on connaît les lois physiques, on sait mesurer la pression. Donc, par exemple, pour le domaine de vol des avions, des aéronefs, Oui. Aujourd'hui, depuis 50 ans, on connaît à peu près la dynamique des fluides, on connaît le milieu aérien, on connaît la météorologie, on connaît à peu près tous les facteurs qui influent, par exemple, sur le vol d'un avion. Et donc, dans ce cadre-là, c'est un problème qui est quasiment fermé. On a des modèles qui fonctionnent. Et donc, ça veut dire que la décision, si on la délègue à une machine, bah, tout va bien. C'est-à-dire qu'elle va, à la limite, elle va être capable d'intégrer beaucoup plus rapidement de multiples paramètres qui sont dénombrables et elle va être capable d'optimiser une solution à un moment donné pendant le vol, par exemple, de l'aéronef. Donc ça, c'est un problème qui est délégable à l'IA. Donc, par contre, si on entre dans un milieu qui est inconnu, dans lequel il y a de l'imprévisibilité, de la variation, de l'indétermination, en fait, là, l'IA, même si aujourd'hui elles ont des capacités d'apprentissage, si au départ elle n'a pas les bonnes catégories pour décider, en fait, elle ne va pas être performante. Et alors, ce qui est intéressant actuellement, à mon avis, c'est qu'il y a un tel foisonnement de données, parce que ces machines se branchent sur Internet ou sur toutes les données qui sont produites par toutes les machines du monde, et par les humains, évidemment, mais il y a un tel foisonnement qu'en fait, il est tout à fait possible que finalement, s'il n'y a pas un humain derrière qui guide vers les bons critères avec un objectif précis, et en triant les informations pour lui donner, pour la nourrir de bons modèles, en fait, elle produira quelque chose qui n'a aucun intérêt, aucun sens. Donc moi, je pense vraiment qu'il y a tout ce système plutôt de validation, de validation de ces règles
par tout un dispositif d'humains qui vont finalement l'orienter et être capables de produire quelque part une créature ou je ne sais trop quoi, une entité qui sera capable d'être performante à partir du moment où elle a des processus de validation ou de plusieurs processus de validation qui l'orientent vers la solution. Et ça veut dire qu'il faut il faut aussi la mettre dans des expériences et valider ces expériences. Sinon, bah, ça sera garbage, comme on dit, garbage in, garbage out. Quoi. C'est comme les gens qu'on forme. Hein. Si on forme quelqu'un de façon déformée, bah, à l'arrivée, on aura des tartes, par exemple, qui sont mal... Trop salé. Trop salé. trop sucrées. Et donc en fait, de toute façon, en revenant à en tout cas l'exemple qui a été précisé concernant cette chef d'entreprise robot, clairement, déjà ça dépend de l'entreprise qui doit être gérée. Qu'est-ce qu'elle fabrique? En effet, en rebondissant sur ce qui a été dit par Stéphane, exactement, on a tout simplement, en fait, si les paramètres sont connus, en effet, on est strictement associé en fait à un logiciel, hein, pour le coup, on ne va pas dire une intelligence, un logiciel qui traite des paramètres et qui est en capacité de calculer beaucoup plus vite qu'un humain. Mais les êtres humains travaillent avec des ordinateurs depuis belle lurette aujourd'hui et créer des logiciels pour justement calculer ou faire des modèles comme la météo, hein, qui traitent des milliards de paramètres, on sait faire. Ce qui serait plus impressionnant, c'est d'avoir une décision qui est prise par cette robot, qui n'ait jamais été prise par toute personne sur la planète, dans toutes les situations qui ont été cataloguées dans toutes les entreprises du monde. Alors, oui, je rebondis à partir de cette information. Alors, tu disais, Stéphane, qu'elle était peut-être pas sûre. Je l'ai écouté, mais en effet, il y a des fake news partout. Il peut y avoir une vidéo complètement C'est peut-être fausse. une IA qui l'a produite. Par exemple, alors, simplement que j'ai dû visionner 2 vidéos qui venaient de Chine, où on voit des gens, on entend des gens qui parlent et qui expliquent. Alors les 2 vidéos, alors il y a une des 2 en effet, par rapport à la question de Constantin, c'est concernant le métier derrière. Une des 2 entreprises produit des jeux vidéo et l'autre, je ne sais pas. Alors, je dis ce que j'ai entendu. Pour celle qui est avec des jeux vidéo, il y a derrière un superviseur, derrière l'IA, qui valide ou invalide ce que l'IA a positionné comme décision. Par contre, l'autre entreprise, justement, avec, comme tu disais Serge, la PDG, la robot PDG, là, c'est elle qui décide de tout. Et là, il y a une anecdote qui a quand même défrayé la chronique. Il y avait un salarié qui demandait, disait-il, depuis 7 années, 7 years, c'est quand même long, à pouvoir travailler en ayant une alternance pour être avec sa compagne. Et c'est pas possible. Parce que, on va revenir Stéphane sur ce que tu évoquais, parce que tu as parlé de l'aspect social et politique, et j'ai eu une réflexion en écoutant cette vidéo, ce documentaire. Donc, à chaque fois, on lui disait, la hiérarchie lui disait, non, c'est pas possible. Pas possible parce qu'il faudrait changer plein d'activités, parce que si on change pour vous, il faudrait changer pour d'autres, etc., etc. Et là, la robot, très vite, Madame la directrice générale a dit, mais pas de problème, vous travaillerez 2 heures de plus, à tel et tel moment, je change tout le planning pour vous, et vous pourrez rencontrer votre épouse tranquillement. Et là, pour revenir sur ce que tu disais, Stéphane, à mon avis, ce qui se passe, c'est que nous, humains, on est plein de corruption. Justement, dans le style, je suis directeur à tel ou tel niveau dans une entreprise, si je dis oui à celui-là, enfin, je dis à l'autre, oui aussi. Si je dis oui, mais comme ci, comme ça, les syndicats vont tomber dessus, oh là là, j'aimerais bien 2 heures de plus de travail. Bon. Et là, il n'y a pas tout ça. C'est simplement, et en même temps, c'est respecté. C'est un petit peu, il y a des cas, tu sais, avec les enfants qui ont observé des robots,
et qui voulaient coller des bises aux robots, tellement ils étaient émus de ces petits robots. Donc là, on n'est plus, à mon avis, tout à fait dans l'idée de... c'est la directrice générale, de l'autre côté, le président directeur général robot. J'ai l'impression qu'on est plus dans l'idée de... c'est une autre vie, entre guillemets, même si en effet, ce que disait Constantin, c'est de l'intelligence humaine derrière l'intelligence artificielle, mais quand même, j'ai l'impression qu'on a un autre regard et on accepte mieux la décision finalement juste. Oui, j'ai un ami chercheur qui est dans cette ligne de pensée en disant que finalement, vu comment les humains prennent des décisions qui sont irrationnelles, on aurait plus intérêt à déléguer les processus de décision aux machines parce qu'elles seraient plus, entre guillemets, capables de démocratie. Sauf qu'en fait, comme les problèmes sont des problèmes fermés, chaque problème est nouveau, et donc ça veut dire qu'on n'a pas forcément les critères de jugement passés pour juger d'une situation qui est nouvelle. Donc c'est pas... Voilà. C'est un peu, c'est à mon avis, c'est extrêmement dangereux d'aller dans ce sens-là. Et l'autre aspect derrière, c'est que ces machines-là, c'est des machines qui sont conçues plutôt dans une logique de contrôle. Et la pensée qui guide ça, c'est de fabriquer des servants mécaniques qui vont quelque part se conformer au désir de l'humain. Or, en fait, si on produit un être qui est un esclave, il y a toutes les chances qu'on va voir apparaître une machine qui finalement aura le même type de rapport avec son créateur. C'est ça le danger, c'est que, et on connaît ça depuis des milliers d'années, on sait très bien que comment dire ça, la société, elle si on crée une victime, il y a un couple entre la victime et le bourreau. Donc on crée finalement un couplage qui est déséquilibré. Et toute la difficulté, c'est justement d'arriver à penser une machine ou quelque chose qui soit un alter ego et qui est capable de coévoluer avec l'humain dans un sens humain pour la question justement des valeurs humanisantes. Et donc toute la question, c'est est-ce qu'on sera capable d'amener à naître ce genre de machine. C'est pas tout à fait, c'est pas évident, dans le sens où on a aussi cette fascination pour la vitesse, pour la performance, mais bon, la performance, c'est pas forcément quelque chose de très intéressant. Pour prendre le thé, par exemple, avec des amis, pour être présent à soi-même, c'est pas... voilà, c'est... Quand je vais boire un thé, j'ai pas forcément envie de boire mon thé le plus rapidement possible, avec un geste qui est optimisé, ça n'a pas de sens. Oui. Donc voilà, bon, tout ça se discute. Oui. On va ouvrir un autre volet, mais qui a toujours un rapport avec ce que l'on vient de dire à l'instant. En quoi l'intelligence artificielle va-t-elle améliorer ou pas, parce qu'il y aura peut-être une poussée de l'ultralibéralisme, socialisme, etc., l'action sociale humaine. Est-ce qu'il va y avoir comme amélioration? Est-ce qu'on va vers une société ultralibéralisme, une société... quel sera le genre de société? Alors, une société ultralibérale, ce serait envisageable, mais par exemple, il y a des idées qui sont souvent contre-intuitives. Par exemple, quand on dit qu'il y a des gens, des politiques qui disent si les robots sont partout, si l'intelligence artificielle est partout, on donnera une allocation à tout le monde de quelques milliers d'euros, et à partir de là, à partir de ce revenu minimum universel, eh bien, on aura une vie tranquille. Bon, les gens qui ont pensé cette idée-là, justement, ce sont des libéraux. Donc on est dans une idée, d'ailleurs même ultra-libérale, qui était tout à fait pensée, et même reprise par les néolibéraux, donc il y a un peu d'idée socialisante derrière. C'était l'idée de se dire, bien voilà, on a deux leviers dans une économie pour avoir un produit intérieur brut puissant.
le levier production-exportation et le levier consommation intérieure. Si on a des robots partout, pas de problème, on dit certains, on va donner donc ce revenu universel à tout le monde, et donc la consommation intérieure sera riche. Malheureusement, on a des expériences qui ont été tentées à Philadelphie, ça avait été dans les années 1875 par là, catastrophe. On a recommencé ça à plus grande échelle en Russie du temps de Brejnev. Autre catastrophe, parce que finalement les commissaires politiques allaient voir le secrétaire général du Parti communiste russe en lui disant Monsieur le secrétaire général, c'est catastrophique, les gens, parce qu'évidemment on se disait si on leur donne un revenu, une allocation, un revenu universel, ils vont être tous heureux, c'est la belle vie. Donc il avait calculé que pour quelques roubles de plus, il fallait aller à l'usine, mais pour quelques roubles de moins, il n'y avait plus de sens social. On revient à ta question, Serge. C'est-à-dire, à moins d'être dans une vie associative intense, et encore, intense pourquoi? Si c'est juste pour jouer au boule ou pas discuter, on discute sur comment serait le monde meilleur, mais on n'a pas les leviers pour aller au Parlement, demander à un député de changer la loi. Si on n'a pas les leviers pour demander à un directeur de cabinet de lancer une idée, à ce moment-là, c'est juste du blabla entre blabla, et les gens se lassent rapidement du blabla. Et finalement, les pauvres gens étaient en train de boire de la vodka dans les rues. Donc c'est là qu'ils ont arrêté le programme. Donc on se rend bien compte que cette idée de revenu universel, ça paraît socialement très bien. Alors là, ce que je disais, ça peut être une idée socialiste, ça peut être une idée donc notamment libérale, entre ultralibérale et néolibérale, mais concrètement, les exemples qu'on a eus dans le passé, c'était plutôt tendant vers la catastrophe. L'humain a besoin de santé utile. Je vais rebondir là-dessus, c'est que en fait ce qu'on a constaté, peut-être pas forcément pour les IA, mais tous les automatismes de la génération précédente, c'est que ça a amené une tendance justement à déqualifier l'humain. Si on prend par exemple les pilotes, c'est vrai qu'aujourd'hui on peut avoir potentiellement on a des avions qui peuvent être entièrement pilotés automatiquement, mais paradoxalement, de façon concomitante, le métier de pilote est devenu un métier qui n'est plus un métier de pilote. C'est-à-dire que progressivement, on a extériorisé la compétence humaine, on l'a mis dans une machine, et finalement, on est arrivé vers quelque chose qui n'est pas du couplage entre l'homme et la machine, mais plutôt finalement une dépossession, une déqualification du travailleur humain. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que dans 10 ans, il n'y aura plus de pilotes. Là, maintenant, ce sont des gestionnaires de système, mais peut-être que dans 10 ans, on s'apercevra que si on délègue entièrement à la machine, et c'est ce qui sera le cas sûrement, les vols en avion seront beaucoup plus fiables. Et voilà, donc toute la question, c'est ça. Est-ce qu'on aménage ce passage, ou est-ce qu'on considère que finalement c'est peut-être bien de garder des gens qui sont qualifiés, qui réfléchissent, qui sont capables d'avoir un sens, donner un sens à leur vie, et puis de contribuer à la collectivité. Et donc, voilà, est-ce qu'on est capable politiquement de gérer cette transition qui a toujours eu lieu, hein, ça a toujours été le cas? Je pense que ce que tu dis, Stéphane, pose quand même dans l'histoire. Dans l'histoire, on s'aperçoit que l'histoire est un peu comme un roman. Tu écris un roman, au bout d'un moment, tu t'aperçois que les personnages avancent par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont une logique interne, et au bout d'un moment, la logique, elle avance, et donc l'interaction entre les personnages avance toute seule. Toi, tu peux écrire, mais c'est déjà dans ton cerveau comme une mécanique. Et l'histoire nous montre que quand il y a une évolution, par exemple, si on pense à Louis Pasteur, la découverte des microbes, eh bien, ça ne pouvait plus s'arrêter, ça a démarré, mais c'est un lancement pour des centaines d'années. Et là, à mon avis, on n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'on n'aura pas ce que tu viens de dire, de possibles politiques qui se diraient, nous allons décider de... Non, c'est que l'intelligence artificielle va se développer. Déjà, je disais Serge en amont, il y a toute cette idée d'argent, il y a une idée de rentabilité. Donc ceux qui créent de l'intelligence artificielle veulent revenir sur leur argent. Évidemment, il y a un seuil d'amortissement, enfin, il faut que ce soit rentable. Mais ce qui me paraît aussi important sur le développement de l'intelligence artificielle au fil du temps, c'est que plus ça va se développer, alors je reprends ton idée d'ailleurs de pilote d'avion, plus ça va se développer, plus on va avoir des professions qui vont être, à mon avis, dans
un développement à plusieurs niveaux. Alors, je vais prendre un petit peu le ton humoristique, mais euh, on se rappelle de cette expérience de Google, quand même assez interpellante au niveau de test, où on nous dit, voilà, il y a une intelligence artificielle installée dans les voitures sont pilotées automatiquement par satellite via l'intelligence artificielle. Puis à un moment donné, il y a toute une file de voitures, et une mamie traverse la rue. La mamie traverse la rue. Est-ce que la première voiture doit donc piler? Et là, il y a un emboutissage d'une quarantaine de voitures, il y a 13 morts, c'est catastrophique. Ou bien est-ce que la voiture doit écrabouiller la mamie? Bon. Alors évidemment, après, ça avait été reposé avec une variante. Maintenant, c'est plus une mamie, c'est un petit enfant. Bon, c'est très interpellant sur comment nous, Homo sapiens, réagissons. Mais fondamentalement, on est là sur une question de se dire l'avion qui est piloté par un pilote, en effet, comme tu dis, qu'il y a de moins en moins de travail parce que tout est géré. On a l'altimètre, on a le flux de vent, on a la vitesse des vents d'ailleurs. Bon. Mais tout ça, c'est bien gentil, mais le jour où en effet ce sera plus de pilote du tout, parce que ce sera même plus le pilote à distance comme pour un drone, il n'y a plus de pilote du tout, tout sera structuré par l'intelligence artificielle, ce vers quoi tu tendais Stéphane, eh bien, à mon avis, là, on ne doit pas se dire, je vais m'inquiéter, on doit se dire, j'ai confiance, parce que si on n'a pas confiance, ce sera à La question, c'est à partir de quel moment je délègue ma confiance dans un système technique. Par exemple, quand on monte dans le métro, dans un métro automatique, on délègue sa confiance au système. Bon, alors est-ce que demain, on sera capable de déléguer sa confiance en un médecin IA qui est capable d'être un spécialiste, je sais pas quoi, des systèmes circulatoires? Est-ce qu'on sera capable de laisser sa main, le chirurgien, de laisser son corps entre les mains de cette IA? Plus ou moins. Alors moi, je suis tout à fait conscient qu'à mon avis, dans 10 ans, ça sera le cas. C'est-à-dire on aura ce type d'IA qui finalement seront plus performantes qu'un médecin humain par spécialité. La question, c'est quid des humains? C'est-à-dire, est-ce que parallèlement, on a une société dans laquelle on a des humains qui sont peut-être pas éduqués, moins cultivés, qui sont sous un contrôle masqué justement par une autorité centrale? Ça, c'est une des questions de Serge. C'est un peu les questions d'Orwell, c'est-à-dire est-ce que finalement, est-ce que l'être humain dont la capacité c'est justement de pouvoir décider par lui-même de sa vie et de ses apprentissages et de ses expériences, est-ce que ça sera toujours possible ou pas? Ou est-ce que la montée de cette sorte de troisième espèce IA ou robot ou je ne sais trop quoi, est-ce qu'elle ne va pas entrer en concurrence et en conflit avec une logique humaine qui est plutôt une logique justement de... Alors, libre arbitre, c'est pas sûr qu'on ait le libre arbitre, mais il y aura peut-être une différence de logique entre par exemple une machine, ou même une machine très évoluée qui apprenne, et un humain. Pourquoi? C'est parce que l'humain, c'est ce que j'essayais de pointer tout à l'heure, c'est que l'humain, il raisonne plutôt par l'ignorance, alors que la machine, elle va raisonner plutôt par construction de connaissances et un empilement de connaissances qu'elle sédimente et qu'elle relie, alors que l'humain va plutôt, avec sa curiosité naturelle, il va plutôt raisonner à l'envers, c'est-à-dire dès qu'il est ignorant, il va chercher à raisonner un peu à l'envers ou par la négation. C'est un peu le rapport à Dieu, hein. C'est ça la question. Et donc je pense qu'on aura affaire à des futurs ou des trajectoires qui seront pas les mêmes, et à mon avis ça peut créer des difficultés, c'est-à-dire que d'un côté on a une créature qui raisonnera de façon logique, et des fois la logique n'est pas forcément bénéfique ou souhaitable. L'humain il peut aussi prendre des décisions irrationnelles de par exemple sauver un bébé à la place de quelqu'un qui va réchapper facilement à un accident. Donc il y a ça, à mon avis, qui est derrière, et il y a des problématiques de contrôle. Si moi, je suis dans un état d'esprit de contrôle, ben oui, j'ai un rapport à moi-même qui est extrêmement
contrôlant. coercitif ou qui est extrêmement qui empêche mon développement, qui empêche l'évolution de mon esprit Attends, et l'évolution de ma forme aussi. je vais juste, Voilà. je vais juste te dire qu'on va ouvrir aux questions. J'ai trop parlé. Ouais, oui. Excusez-moi. Là, on va ouvrir aux questions tout à l'heure. Là, je vais encore ouvrir un dernier volet. Et après, on va vous inviter à venir poser vos questions, vos ajouts, vos idées aussi. On va tenter d'y répondre. Donc là, je vais ouvrir un dernier volet qui me semble important pour ce soir. Donc je vais ouvrir le volet. Est-ce que, d'après vous, l'intelligence artificielle sera-t-elle l'unique source de savoir? Y aura-t-il une disparition des livres? Est-ce que les documents papier vont disparaître? Y aura-t-il une perte d'informations? Et y a-t-il pour vous un risque d'un schéma orwellien? Alors, Constantin. Oui, j'y pensais tout à l'heure, parce que finalement, la question d'avant, c'était à quoi comment l'intelligence artificielle va améliorer l'action sociale, et comment elle va contribuer à l'humanité, en fait. Et potentiellement, aujourd'hui, on a plusieurs moyens d'accéder à la connaissance. On peut accéder via le web, via en tout cas les licences communes, c'est-à-dire tous les livres classiques, etc. On peut accéder en tout cas à toutes les publications de recherche, et tout ça de manière ouverte, ou plus ou moins ouverte. En tout cas, il y a une accessibilité à tout ça. Et puis un deuxième moyen, ça reste la bibliothèque, donc de pouvoir accéder aux livres. Si un jour on décide qu'on a un système qui est beaucoup plus intéressant que celui qui existe déjà, qui est l'accessibilité papier, donc aux livres, et que finalement en fait on a une intelligence artificielle qui est capable de récupérer de l'information beaucoup plus rapidement que nous aller lire dans chacun des livres, peut-être que notre monde va décider que les livres papier n'existeront plus. On va passer par une autre étape qui est le livre numérique. Et puis ensuite, les livres numériques vont disparaître. Et il n'y aura plus qu'une seule source d'information, où des experts répondront à des questions ou préciseront en tout cas leurs recherches en entrée d'un système d'apprentissage, machine learning, pour le coup, parce que alors on parlait de machine learning pour l'apprentissage, en tout cas pour le pilotage automatique, en tout cas d'un avion. On a mis en condition, en tout cas, un avion avec potentiellement un certain nombre de défauts, et on a appris, en tout cas, à la machine à répondre jusqu'à un moment où elle ne faisait plus d'erreurs. Chose qui, à mon sens, donc je reviens en tout cas à cette histoire d'accessibilité à l'information, qui nous dit que demain, lorsque toute cette connaissance sera cataloguée, on ne nous retirera pas l'accès à cette connaissance, auquel on a déjà accès aujourd'hui. Pour la monnayer, pour nous asservir. Il y a aussi la sélection des connaissances. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler sur des grosses bases de données d'éditeurs, et il y a clairement une influence, par exemple, des grands groupes que je nommerai pas, qui sont des grands groupes plutôt qui fabriquent aussi des armes, qui ont des prises de participation dans ces sociétés, et qui clairement orientent l'accès à certaines publications ou pas. Donc, quid de qui sélectionne, c'est quoi la bonne ou la mauvaise information? Et là, il y a même aujourd'hui, il y a tout un jeu d'occultation qui sont aussi dans la compétition économique, c'est-à-dire ce que tu disais, c'est que toutes les informations sont accessibles, absolument pas. Les savoir-faire extrêmement stratégiques, ils sont militaires, voilà, recherche, ils sont peut-être sur une feuille, dans un tiroir, dans un bureau de telle personne,
Donc il y a aussi ça. Il y a en fait je pense que ça se décalera. C'est-à-dire le numérique, en fait, il sera aussi, ça sera dangereux parce que ça sera beaucoup plus facile de, d'un seul coup, par exemple, de récupérer des infos stratégiques. Ça sera, voilà, ça accélère aussi. Je pense que ça accélère autant le degré de bienfaisance que le degré de nuisance. Exactement. Mais donc, ça veut dire qu'il faut être conscient de ça. Il faut que les gens soient conscients que ça peut aussi, si on n'est pas formé à comprendre comment tout ça se joue, qu'on peut aussi être extrêmement influencé et pour le coup contrôlé, ou en tout cas emmené vers des cheminements qui ne sont pas forcément très bons pour nous-mêmes. Je pense qu'il y aurait deux pensées à peut-être ajouter à ce que vous venez de dire tous les deux, parce que d'une part, dans un de mes romans, j'évoquais les neuronanocapteurs positionnés dans les années 2040, voire plus, et je pensais tout simplement qu'à un moment donné, pour le téléphone portable, ça paraît à la mode aujourd'hui, mais dans une vingtaine d'années, ça sera complètement obsolète, on sera passé par des lunettes, comment dit-on, connectées, mais après on ira encore plus loin. On pourra intégrer dans l'oreille interne, ça c'est déjà les travaux chez justement Elon Musk, ça s'appelle Neuralink, c'est aussi dans les Facebook Labs, c'est aussi à l'université de Caen, des travaux de recherche justement sur comment pourrait-on intégrer dans l'oreille interne un système qui permettrait, enfin c'est un multiple système, d'activer soudainement dans comme une sonnerie, un nom, un prénom, on aurait des images, et là on peut être en connexion immédiatement comme un téléphone, mais dans notre cerveau. Ça c'est ma première idée à considérer, donc on n'est peut-être pas dans ce qu'on disait tout à fait, ça va peut-être autrement et plus loin et plus intégrativement. Mais la seconde idée que j'ai envie de développer, qui me paraît importante aussi, c'est un retour sur une expérience, et ça me donnera envie de te répondre, Stéphane, justement que oui, il va y avoir probablement des systèmes politiques différents et des orientations différentes, mais moi, ce qui me paraît interpellant, là, c'est plus dans une philosophie, je dirais, stoïcienne, comment chacun de nous va pouvoir accepter, refuser, prendre conscience de soi et donc distance vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Je vais prendre un exemple interpellant. On est dans début des années 2010, une expérience qui a été tentée en Grande-Bretagne, où ils ont invité donc des enfants, enfin des parents évidemment, d'enfants qui avaient des difficultés scolaires, à tenter une expérience avec des oméga 3 en surdose. Donc c'était vraiment des comprimés ultra dosés en oméga 3. Et l'un des cas qui avait été le plus marquant, c'est un petit garçon britannique, un petit blondinet tout mignon, qui il y avait sa maman toute seule pour s'occuper de lui, et la pauvre femme avait demandé que son fils soit dans l'expérience parce qu'elle disait, il rentre à la maison, il n'étudie rien, il se colle devant la télévision, il mange, il est tout gros, et voilà, mon fils, j'ai envie de pleurer, mais je ne sais pas comment changer ça. L'enfant accepte l'expérience, pourquoi pas, manger des comprimés, ben oui. Simplement qu'au bout de quelques semaines, lui-même déclare, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, dit-il, je suis à peu près dans ces mots, hein, mais soudainement, je me suis posé des questions, mais pourquoi ceci, comment cela? J'en ai parlé à mes camarades, mes professeurs qui m'ont dit, mais va à la bibliothèque, un peu ce que disait Constantin, bah oui. Et il est allé à la bibliothèque, et là, il a pris goût à lire, à découvrir encore plus. Donc à mon avis, il va y avoir plutôt que de dire, attention, est-ce que le monde va devenir plus méchant ou plus gentil, les malveillants, les bienveillants, dont parlait Stéphane. À mon avis, on est plutôt dans un monde qui va être très dichotomique entre des individus, on ne sait pas lesquels, on ne sait pas sur quels critères, on n'a pas de psychosociologue du futur pour nous dire ce sera tel ou tel critère, il y en a peut-être 17, il y en a peut-être 150, je ne sais pas des critères, mais en tous les cas, on se retrouvera avec des gens qui se diront j'ai envie d'apprendre, et on aura tout un pléthore à côté qui diront bon, non, c'est le robot qui travaille à ma place. Il y aura les autres. Moi, je voudrais revenir sur ce que tu as dit sur Neuralink. Et est-ce que tu penses que ça va être quand même assez invasif au niveau de nos cerveaux? Et est-ce que tu penses que c'est irrémédiable? Est-ce que tu penses qu'on ne pourra pas, ne pas si on ne va pas dans cette voie-là, on sera
des sous-humains. Et là, j'ai une autre question que j'avais un peu préparée. Est-ce que l'humanité va pas se scinder en plusieurs parties? Donc ceux qui accepteront, parce que est-ce que ça va être possible? Est-ce qu'il n'y aura pas une révolution de certains qui ne voudront pas de cette, on va dire, de cette invasion de technologie au niveau de leur cerveau? Ils n'en voudront pas. Alors il y aura peut-être une révolution. Est-ce que la population ne va pas se scinder en plusieurs, au moins deux parties de population, les pour et les contre? Et je voudrais que tu répondes à cette question, et puis nos amis aussi. Et puis ça va être la dernière question. Attends, pas trop, parce que là, c'est déjà assez dur à Vas-y, répondre. je t'en prie. Bon, alors je vais être peut-être ni pour ni contre, mais tout contre, comme aurait dit Sacha Guitry. On pense évidemment à Brave New World, au meilleur des mondes, à Aldous Huxley, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens qui vont refuser le système, qui vont se retrouver dans les bois, qui vont avoir leur monde à eux, séparés de la civilisation, entre guillemets, ou sans guillemets. Mais ce qui me paraît interpellant aussi dans ton propos, c'est peut-être aussi de comprendre qu'il faut relativiser. Quand alors tu évoquais le running, c'est vrai que se dire oh, je vais avoir un semi-implant qui ira clac, dans mon oreille interne, que je retirerai comme ça, que je retirerai la partie semi-implant, puis l'autre sera déjà implanté à défier un vide dans mon cerveau. Mais pensons au premier individu qui a utilisé un téléphone portable. Il a dû avoir une peur bleue. Ah, comment ça, ce bidule-là qui est contre mon oreille, qui m'envoie des ondes, qui va peut-être détruire mon cerveau, peut-être que je vais avoir le cerveau qui se liquéfie, on ne sait pas. C'est le cas. Le premier téléphone, il détruisait le cerveau. Bah, il y a des études qui ont montré, oui, tout à fait, que notamment on dit aux bonnes gens, ne dormez pas avec un téléphone portable près de votre tête à moins de 30 cm. Les premiers, c'était le cas. Bien sûr. Les agents d'assurance qui les utilisaient, il y en a 50% qui sont décédés. Donc ça, on n'en parle pas trop. Donc l'idée pour moi, c'est de me dire, j'aime bien cette histoire-là, c'était Buffalo Bill, ou je ne sais plus quel personnage des États-Unis des années, je ne sais pas, 1860. Donc on a les premiers trains qui passent. Et puis lui, cet homme-là, il raconte une histoire tellement incroyable. Il est avec un grand chef amérindien. Il y a le sorcier un petit peu plus loin, il y a tout un troupeau de gens, et alors soudainement, il y a des gens qui commencent à être inquiets parce qu'ils disent le train qui arrive, puis alors les gens qui rentrent dedans, puis le train qui repart, et soudainement une réflexion qui comprend, puisqu'il comprend la langue amérindienne des Sioux, Apaches, je ne sais qui était avec lui. L'un des deux, donc le sorcier qui doit parler au chef indien, qui lui dit ne t'inquiète pas, il ne mange que les visages pâles. Voilà, et en fait, et aujourd'hui, plus personne, mais si, soyons objectifs, on prend un ascenseur, on monte dans un ascenseur, tu penses aux travaux de Galilée, tu te dis, voilà, si je tombais, là, il y a une peur effrayante là-dedans. Prendre le train tu en as parlé, Stéphane, le train qui est autopiloté, même s'il y a des gens qui contrôlent derrière, mais quand même, donc on pourrait avoir plein de peur. À mon avis, la clé, te répondre et clore là-dessus pour ma part, Serge, la clé, elle est toujours et encore dans la confiance. On a eu confiance ben là, on a l'électricité. Il y a des gens, quand Thomas Edison a lancé, c'était à Detroit, la première ville électrifiée, il y a des gens qui disaient, oui, il va s'installer dans nos maisons, après il n'y aura plus de bougies, oui, mais il pourra nous couper l'électricité à tout moment, on sera dépendant, puis il augmentera les prix de mois en mois, ce sera terrible. On avait peur. Oui, dans certains pays, c'est le cas. Oui, mais ici, on est heureux. Mais peut-être, moi, ce qui me semble important dans cette question, c'est la question du saisie, de l'outil saisi et l'outil que l'on peut reposer. Ce qui est important, c'est surtout la dépendance et l'indépendance. Est-ce que je suis capable demain, est-ce que je suis capable de me passer de mon téléphone portable? Alors clairement, oui, j'ai la possibilité aujourd'hui de le mettre sur la table, de le couper et de plus l'utiliser. Ça a un effet dans ma relation à la société, évidemment, mais je suis capable, j'ai ce pouvoir de décider. Je ne suis pas complètement, je ne suis pas dépendant de l'outil technologique. Je peux m'en saisir et je peux m'en débarrasser. Alors,
c'est un peu pas tout à fait vrai parce qu'en fait on est technologique. Par Ah, exemple, j'allais te le dire, je pense À quel point c'est invasif. Voilà. Mais À bien quel sûr. point, voilà, est-ce que Voilà. c'est une question Je pense à un ami médecin qui était d'origine vietnamienne qui un jour m'avait parlé du riz en me disant mais tu sais le riz de maintenant, on était au début des années 2000, le riz de maintenant n'est plus du tout le riz de 50 ans avant. Donc on est vraiment complètement modifié. Oui. Bon, alors, oui, c'est ce que tu dis. Est-ce qu'on accepte ou pas la modification et quel est le prix? C'est surtout quel est le prix à payer. Est-ce que le prix, est-ce que l'humain, considéré comme une créature capable de choisir, de décider par elle-même de ses orientations, est-ce que finalement, si elle n'est pas... La question c'est plutôt, est-ce que l'humain va être surdéterminé par le système ou est-ce que c'est toujours l'humain qui va piloter le système et le concevoir? Et il y a clairement une manière de concevoir la technologie qui est aliénante ou je sais pas comment on peut dire, libératrice. Et donc je pense que c'est une vraie question qui doit être reliée aussi aux politiques, c'est-à-dire le politique doit dire bon bah ok, pourquoi pas la technologie, mais une technologie qui n'asservit pas les personnes, Exactement. et plutôt qui cherche à les emmener vers un mieux-être social, vers plus de bonheur, vers plus de joie, plus de... Voilà, donc, et donc ça, c'est des aspects, c'est des aspects qui sont à discuter pour le coup collectivement. C'est quel type de société on souhaite. Mais ça, c'est des questions qui ont été bien posées par, comment il s'appelait, Orwell dans 1984. On voit ça, je l'avais cité, voilà, tout à l'heure, c'est Orwellien. Et en même temps, ce que tu dis, alors, je t'écoute depuis, tu t'en parles, mais toi, tu es dans l'idée que, alors c'est un peu comme moi, je l'idée, sais pas. Hein, bah, si, parce que je tout à sais l'heure, pas trop. tout à l'heure, tu as je sais dit, pas et ce là qui va tu se viens de passer. redire, tu as dit et tu redis, il faudrait que ce soit le politique qui décide. Le Malheureusement, politique, c'est nous tous. Hein. oui, alors même en C'est société la civile, politique. c'est la politique, là, c'est plus l'acteur politique, le président de la République, c'est la politique. C'est ça. Parce que, comme dit Serge, c'est nous tous. En ce cas-là, c'est nous tous. la société civile, les citoyens. Mais la problématique que j'ai en tête, c'est un peu comme la notion de libre arbitre. Je ne crois pas du tout au libre arbitre quand je sais que quand ça pense en moi, on peut vérifier avec une imagerie, par exemple, magnétique fonctionnelle, la pensée, l'air fonctionnel qui s'active, est déjà active avant que je dise ah, je suis en train de penser à. Donc on a vraiment la preuve que le cerveau pense tellement vite que quand moi, je, dans toute ma vanité, se réveille et dire je pense à, c'est faux. Donc là, j'ai envie de dire que c'est pareil. C'est un débat, c'est presque keynésien, voire marxiste, ce que je veux dire. Mais c'est que je suis convaincu que c'est Marx qui l'avait écrit en premier, après Keynes qui l'a développé, à savoir, et même si Schumpeter à la fin de sa vie a dit finalement Keynes a raison, mais oui, parce qu'on est obligé de considérer que d'abord, il y a une technologie qui avance. On a essayé les moulins, par exemple, au niveau des sciences de l'ingénieur, le moulin, c'est une usine du Moyen-Âge. Donc, on a des technologies qui avancent, et puis au bout d'un moment, ces technologies qui ont avancé, elles avancent tellement qu'elles permettent à l'économie d'avancer. Donc, on n'est plus en train de passer 5 heures ou 10 heures par semaine à laver le linge sur une planche comme jadis. On a un lave-linge. Youpi, c'est super. Mais évidemment, il faut bien considérer que les femmes ne discutent plus quand elles sont au lavoir. Voilà, oui, elles discutent en prenant le thé, voilà. c'est peut-être plus agréable. Enfin, bah oui. Ou pas. Ou pas. Bah non, je ne sais pas, moi. Tu dis les femmes. Tu as un lave-linge dans ta Bien sûr. Salle de bain. Mais j'ai un lave-linge chez moi, comme tout le monde. Et je pense donc que... tu vas plus au lavoir pour discuter avec les autres personnes. Non, mais par contre, je prends le téléphone et je t'appelle. Oui. Donc c'est peut-être plus agréable que... Il n'y a pas de bon et de mauvais modèle. Ce que je veux dire, c'est que clairement, ça redistribue, ça modifie la façon dont les gens font société ensemble. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, parce que quand tu dis qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais modèle, quand tu te dis, tu penses à ces pauvres gens d'autrefois qui passaient à s'épuiser, à s'éreinter, à abîmer leurs mains, tu les vois, il y a des images, des lavandières, c'est la planche et tu frottes avec une grosse brosse, tu es complètement courbé, tu es épuisé, tu es dans le... Là maintenant, la même femme, ou le même homme, va se retrouver tranquillement à discuter dans son salon. Donc non, c'est pas un choix, c'est pas... D'un côté, tu te libères
d'un travail tripalium en Tripalium. hein, ça veut tout dire. Hein, s'arracher les tripes, le mot d'origine en latin. Bon, donc, non, je préfère de beaucoup que le robot travaille à ma place. Et j'ai beaucoup d'attention, de tendresse même pour le robot, parce qu'il va me remplacer, mais que je le maintienne longtemps dans le bonheur d'être un bon robot. Alors, qu'est-ce que tu penses, par exemple, d'un implant qui finalement te permettrait d'avoir une mémoire optimale Oui. et de plus développer toi-même la mémoire? Alors, Là, c'est... Oui. vas-y, après je voudrais les questions parce que sinon. Pardon. En fait, je voudrais rebondir parce que finalement, vous parlez d'outils, l'ordinateur, Oui. le téléphone, finalement, le lave-linge, ce sont des outils qui contribuent au bien-être des êtres humains. Le téléphone, je ne sais pas, peut-être on pourrait en discuter, mais malgré tout, ça nous permet en tout cas de communiquer les uns avec les autres plus rapidement, plus facilement qu'à l'époque lorsqu'on avait le téléphone filaire. Ça permet aussi d'accéder à des contenus, à la connaissance, etc. Donc, moi, je ne remets pas en question ça. Par contre, si on décide d'implanter, en tout cas dans notre cerveau, donc finalement de connecter un implant, ça nous permet de communiquer les uns avec les autres, chose qu'on a déjà. Finalement, quel est le gain? Je me fais l'avocat du diable, hein, j'essaye de me dire, voilà, si un jour je devais prendre la décision d'implanter quelque chose dans mon cerveau, je me dis, bon, ça remplacerait le téléphone, très bien, ça me permettrait de communiquer avec mes amis, ça me permettrait de faire des réunions et de brainstormer à la vitesse de la lumière, ça me permettrait, je sais pas, de ponctionner des informations dans mon système physiologique pour savoir si je suis en bonne santé, etc., etc. Et de l'autre côté, c'est comme le téléphone, est-ce qu'on n'est pas écouté? Est-ce que mon intimité va être préservée? Est-ce que ma vie privée va être protégée? Est-ce que je ne vais pas devenir finalement en fait une sonde pour un système d'apprentissage qui permette finalement, dès que je vois quelque chose devant moi, et que en tout cas, mon pupille se dilate, est-ce que c'est pas un objet que je vais vouloir acheter, donc on va le proposer instantanément? Est-ce que ça va pas permettre tout simplement de voir que je suis un peu dans un état de dépression et peut-être envoyer en tout cas des messages à mon patron ou en tout cas à une entité qui va savoir que je ne suis pas en bonne santé et me proposer des services ou tout simplement se dire que je suis peut-être moins performant. Finalement, en fait, à quoi ça va servir? Alors, je pense que... À quoi tout ça va servir finalement? À quoi, finalement, juste pour terminer, quelle est la part de confort que je veux obtenir et quelle est la contrepartie à laquelle je vais devoir céder? Parce que finalement, en fait, ChatGPT, on sait qu'on apprend sur du texte. Le texte, c'est peut-être même pas 1% de la connaissance humaine. Ce qui nous rend intelligents, c'est justement l'expérience qu'on a au monde qui est en face de nous. Si un jour, quelqu'un arrive à apprendre de cette expérience, de toutes nos expériences, c'est pour ça que je pense à Neuralink et finalement, quelle est l'idée sous-jacente qui est derrière la tête de celui qui a conçu ça? Je me dis peut-être que c'est justement l'intelligence générale qui n'est pas ChatGPT, parce qu'elle se base sur du vécu quelque part. Là, pour le coup, ça serait en temps réel, on aurait un système qui apprendrait de toute l'expérience de tous les êtres humains qui seraient connectés. Imaginons ça. Moi, voilà. Donc finalement, en fait, quelle serait la contrepartie? Ça serait peut-être ça. Je m'arrête. Pour te répondre, je me permets que... Danfi, après on va donner... Ah oui, pardon. Bon, on va ouvrir aux questions. Alors je clôt rapidement
effectivement, euh, déjà, évidemment, on ne pourra pas te voler ton cerveau comme on peut te voler ton téléphone portable. C'est un grand avantage. Mais derrière Je l'humour, sais pas. on va On tromper sait la pas. tête. On ne sait pas, hein, on n'en sait pas ça. Bon, mais derrière l'humour, c'est une part important, c'est aussi de comprendre. Alors, je vais revenir sur. C'est pour ça que je disais, Constantin, peut-être que tu pousses plus loin comment sera le monde du futur. Comment nous serons dans notre façon de penser. Quelles seront nos valeurs. Par exemple, si on prend les valeurs de quelqu'un du Moyen-Âge ou même de l'âge classique, au XVIIe siècle, quelqu'un ne pensait pas comme nous. Vraiment, c'est une autre façon. Au Moyen-Âge, les gens pensaient en collectivité, en communauté. Ils avaient peur de mourir. C'est Dieu qui m'a puni. Ils ne disaient pas c'est un microbe. Donc, il est évident qu'on va penser autrement. Je prends, pour exemple, le troisième postulat de la neuropsychologie, qu'on a pris comme troisième postulat de la neurocognitique, le postulat de l'universalité. On s'est rendu compte que dans ton cerveau, comme dans mon cerveau, ta région de Broca, c'est pareil que ma région de Broca. Elle est peut-être située au niveau neuroanatomique, un petit peu avant, un petit peu à côté, bon. Mais sur le plan neurofonctionnel, ça fonctionne pareil. Eh bien, à mon avis, ce qui va se passer dans les générations qui viennent, dès qu'on sera avec des systèmes de plus en plus invasifs, je reprends ton terme, il y a quelques minutes, Constantin, eh bien, on ne sera pas du tout dans l'idée qu'on est envahi. Nous, maintenant, nous pensons comme ça. Mais les gens qui auront ces genres de technologie ne penseront plus comme ça. Comme nous, par rapport aux gens du Moyen-Âge ou de l'âge classique, on pense autrement. Eux, ils se diront simplement, dans 20, 30, 40 ans, c'est très vite, ils se diront simplement, qu'est-ce que je dévoile si on va chercher dans mon cerveau. Je vais dévoiler que, alors comme je reprends ton exemple, Constantin, j'ai les yeux qui scintillent, je brille parce que j'ai un super gâteau au chocolat à manger, ou j'ai une super femme qui m'adresse un grand sourire, etc. etc. Au féminin, ce sera un bel homme. Bon. Mais derrière tout ça, dès l'instant où on a compris que nous sommes tous pareils, je ne vais plus dire oh là là, l'intelligence artificielle, peut-être générale, dont tu viens de parler, a violé mon intimité. C'est horrible. Non, on ne pensera plus comme ça. On pensera, mais comme nous pensons tous pareil, c'est simplement une forme d'émotion, une forme de réflexion, une forme de sensation qui sont à moi, mais qui me traversent le monde. C'est dans mon histoire à moi, c'est pas l'histoire du voisin. Mais par contre, le voisin, ça peut arriver, ou c'est déjà arrivé, ou ça arrivera dans son histoire. Donc, je suis plus gêné d'être envahi. Par contre, là où je serais gêné, c'est si on m'envahit pour me dire vous avez telle maladie, vous voulez contracter auprès de la banque un prêt, un emprunt pour acheter une maison, mais ouais, tout de suite, mais ça c'est déjà en cours. J'ai appris d'ailleurs, il y a des intelligences artificielles qui sont en cours pour notamment les systèmes fiscaux qui vont savoir rapidement qui est quoi, et celui qui est super malade, on ne va pas lui donner droit à une retraite ad vitam aeternam puisqu'on sait qu'il est super malade. Enfin, le système est déjà en route. C'est pour ça qu'il y a la question de l'infini, c'est-à-dire que ce type de technologie, comme elle est construite sur quelque chose de dénombré et de fini, en fait, elle n'est pas capable d'accéder à des raisonnements humains qui sont justement, pour le coup, dans le non dénombré, dans l'infini, dans le rapport à Dieu. Hein, c'est plutôt des questions comme ça. Et donc la question, c'est ça, et aussi en t'écoutant, moi je pensais plutôt à des histoires de paresse. C'est-à-dire que, par exemple, le développement des machines à calculer, finalement, nous amène à C'est un volet qu'on n'a pas abordé. ne plus développer, ne plus développer un goût à l'effort qui est la base finalement d'une augmentation de nos capacités calculatoires. Et on peut aller plus loin, on peut aller aussi sur le fait de parler des téléphones, où c'est vrai que l'être humain a par exemple des capacités peut-être à converser à distance avec les autres, mais c'est des capacités qui seront jugulées par une technologie matérielle. C'est-à-dire que, et là, il y a vraiment, à mon avis, pour moi, c'est plutôt ça pourrait être un danger. C'est-à-dire la facilité mise à disposition par une technologie, finalement, peut aussi emmener l'humain vers justement une surdépendance au système technique ou aux machines. Alors qu'en fait, on pourrait aussi imaginer que y a beaucoup de choses dont on n'a absolument pas fondamentalement, objectivement besoin. Et donc, on est sur une surenchère
qui est câblé sur un mécanisme économique, sur une société capitaliste, et donc on est dans une surenchère de besoins qui sont des besoins tout à fait artificiels. Et donc on est dans cette boucle. Et ça peut aussi empêcher le développement de capacités des individus eux-mêmes qui, pour progresser, doivent fournir un effort. Et moins on fournit d'efforts, moins finalement on a d'expérience et moins on se développe. Et ça, je nous ai dit qu'il posera la question ultérieurement. L'intelligence artificielle, le débat, c'est un débat à l'infini. Et je rappelle, c'est pour ça qu'on entame une série de débats sur l'intelligence artificielle. Et donc ce soir, là, je vais proposer à ceux qui veulent venir poser des questions, ajouter des réflexions à ce qu'ils viennent d'entendre. Et puis je propose aussi de m'envoyer des petits messages en message privé en me disant voilà, j'aimerais bien qu'on aborde tel sujet de l'intelligence artificielle, tel autre sujet. Donnez-moi écrivez-moi. Alors quelqu'un veut parler, quelqu'un veut monter, ajouter, questionner, embellir, enrichir, nourrir. Allez-y, venez. Je vous attends. Donc, il y a Mélo qui a déjà possibilité d'ouvrir son micro, Mélo Nitro, et d'autres. Ou alors on continue à débattre quelques minutes. Parce on avait décidé que ce débat durerait environ 1h30, 1h30, 1h03. Et puis comme on allait en ouvrir d'autres espaces audio sur cette thématique. Voilà. Qui souhaite venir parler avec nous? Soyez pas timide. Au contraire, soyez osez. Non, c'est eux qui... Suzanne, Sand, quelqu'un veut... Alice, l'œil, tu veux venir dire un mot? Je sais que Karine est timide. Natalia... Ne partez pas tout de suite. Hein. Il y en a deux Bon, qui sont échappés. Sinon, s'il n'y a personne, tu disais, tu prolonges un tout petit peu. Est-ce que vous voulez qu'on j'ouvre un autre volet avec mes notes? Ou alors vous voulez venir poser quelques questions? Venir nous dire bonsoir, peut-être aussi, nous saluer. Coucou. Je pense que là, tu devrais lancer je vais lancer donc... Karine, merci à toi. Il nous envoie merci. Est-ce que au moins le débat vous plaît? Ça vous convient? Pour ceux qui sont arrivés en retard, donc le débat est enregistré, donc vous pourrez réentendre les questions qui ont été posées. On a démarré vers... merci. On a démarré vers 20h un peu plus. 20h10, vraiment le débat. Merci beaucoup. Donc je vais ouvrir un dernier volet, parce que je ne vais pas épuiser nos débatteurs. Merci Suzanne. On va ouvrir un dernier volet. Donc, avec ce que vient de dire Stéphane, on va ouvrir le volet donc, du cerveau et des mimétismes bipolaires. Donc, alors, nos cerveaux ont copié les intelligences artificielles. Parce que, on copie, de toute façon, on est conditionné par ce qu'on nous dit. Donc, on va copier. Et donc, l'intelligence artificielle a été, tu m'en avais parlé, Danfield, a été structurée de manière très structurée, de manière très précise. Copiant l'humain. Et donc, est-ce que cette structure, donc, quand nous allons être, et comme nous sommes déjà, je dirais, confrontés, ou nous sommes déjà en lien profond avec
toutes ces intelligences artificielles qui nous entourent, est-ce que nos cerveaux vont s'accroître et vont se construire comme est construite les intelligences, comme sont construites les intelligences artificielles? Déjà, Ou est-ce qu'au contraire, ce sera pas possible? Est-ce que tu veux nous parler de ça? Est-ce qu'on va surapprendre ou Oui. est-ce qu'on va devenir paresseux? ça c'est une autre question. Une autre question, Et- c'est encore une autre et, question. C'est plus tard. Et mais c'est moi, plus tard. parce que tout à l'heure, on a stoppé en tout cas pour peut-être écouter les questions, en tout cas des auditeurs. Est-ce que à une question, il n'y a qu'une seule réponse? Déjà. Et est-ce que justement, cette intelligence artificielle qui est justement qui a été entraînée pour donner toujours une réponse, parce que finalement, en fait, un être humain pourrait dire, bah, je sais pas, Il n'y a pas de réponse. il n'y a pas de réponse. Est-ce que Dieu existe? Voilà. Et pourquoi quelque j'en chose prends une, plutôt mais, que c'est une question philosophique. Voilà, mais est-ce que je vais avoir qu'une seule réponse à une question? A priori non, parce qu'a priori on débat ensemble, on pose des questions, on a des réponses différentes. Oui. Est-ce qu'une intelligence artificielle serait capable... Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, au début, il y a un facteur aléatoire qui permet d'aller chercher dans des références différentes, et comme il y en a des pléthores, des milliards, ben on a l'impression que ça peut répondre tout le temps, toujours différemment, mais au bout d'un moment, on se rend bien compte que l'espace, il est fini. Alors que si on prend la somme totale, en tout cas des êtres humains, et qu'on pose une question, peut-être qu'on aura des milliards de réponses différentes. En fonction de sa culture, en fonction de ses traditions, en fonction de ses états d'âme, etc. Et finalement, est-ce que c'est pas ça la richesse, justement, des êtres humains? Alors, avant de répondre à la question que posait Serge, je rebondis quand même sur. Parce qu'on parle de l'aspect cognitif. Hein. Oui. Tout à fait. Mais notre grande vanité nous amène à nous dire chacun, moi, dans ma super, Dans dans notre propre vérité. différent du voisin. En réalité, si on observe vraiment sérieusement les données, on s'aperçoit qu'on a tous des comportements donnés. C'est-à-dire, par exemple, si on a un serpent devant nous, à partir des glandes surrénales, du cagon et autres, on va avoir un mécanisme soit de fuite, et en fait de report d'une attaque, soit d'un combat, soit d'inhibition. Voilà, on sait comment ça fonctionne la machine. Alors, évidemment, on va dire oui, mais lui, il est plutôt dans la fuite, l'autre il est plutôt dans le combat. Non, c'est faux. Lui, il est plutôt dans la fuite maintenant. Peut-être que plus tard, il sera très fort, il sera dans le combat. Donc, on ne peut pas avoir un jugement. À mon avis, c'est fini cette époque où on se disait moi, je suis différent du voisin. Tout ça, ça va disparaître. C'est plutôt, on va être scientifique, on va se dire ah, c'est superbe, on découvre qu'on a des mécanismes communs. Et qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui nous valorise dans la diversité? C'est plus je suis différent de l'autre, c'est dans mon histoire à un moment donné, je peux différer d'un chemin mécanique, et puis être complètement mécanique. Moi, je m'extirpe de la mécanicité. Et par rapport à la question de Serge, justement, le grand questionnement, voilà, Serge qui est en pleine. Des gens demandent la parole. Vas-y, continue. Ah pardon, bah attends, tu me reposes la question après, Vas-y, Daphne. on repose la question parce que. Je pense que... Allez-y. Vous pouvez poser vos questions. Bonsoir. Bonsoir. Encore une demande, et on a des demandes. Ça vous prenez. Allez-y. Vas-y. Vas-y, Mathis. Alors moi, j'ai une question en fait par rapport à l'IA. J'ai perdu en fait mon fils unique adoré d'un œdème au cerveau. Et suite à un choc traumatique. Et j'aurais voulu savoir en fait si l'IA aurait pu restaurer le cerveau de mon fils unique, adoré, que j'aimais de tout mon cœur. Parce que je culpabilise de l'avoir débranché. Et je me dis que si j'avais laissé débrancher en fait
jusqu'à ce que l'IA puisse me proposer, en fait, de pouvoir restaurer le cerveau de mon fils et qui sera encore près de moi, je ne souffrirai plus. Est-ce que vous pouvez me répondre, s'il vous plaît? Moi, ma réponse, elle serait, je pense, les gens qui ont voulu être hibernés. On se dit, bon, mais malheureusement, on sait que nos cellules, si elles ne fonctionnent pas, une cellule, c'est une réalité vivante, c'est en 3 dimensions. Et si la cellule ne fonctionne pas, elle meurt. C'est l'apoptose, c'est la destruction. Donc, si jamais on essaie de maintenir quelqu'un artificiellement en vie, mais que les cellules ne fonctionnent pas, le cerveau, d'un moment, ne peut plus être là. Donc, je pense que débrancher, c'était peut-être pas mal. C'était peut-être mieux que de garder quelqu'un qui, des années plus tard, avec l'intelligence artificielle, aurait été un légume. Parce que c'est trop tard, les cellules sont mortes. Mais en fait, moi, ce que je voulais, c'était garder mon enfant, en fait. Peu m'importe qu'il soit un légume, peu m'importe que je dois le changer, que je dois le laver, que je dois... Moi, ce que je voudrais savoir, c'est que si l'IA avait une capacité à pouvoir reproduire, en fait, toutes les cellules du cerveau de mon enfant, est-ce que j'aurais pu y arriver? Si, oui, mais seulement pour l'instant l'intelligence artificielle n'est pas à ce niveau-là, elle ne peut pas. Par contre, je sais qu'il y a des voix assez bizarres, mais pourquoi pas quand on est en grande souffrance, en grande détresse, utiliser des voix que je qualifie de bizarres. Par exemple, il y a des gens qui se sont dit, j'ai un défunt, un être que j'aimais énormément, eh bien, je donne dans une intelligence artificielle toutes les informations que j'ai sur cet individu-là. Et ça peut aller même loin. Je prends un exemple très concret. Il y a des mélomanes, des amateurs de musique qui adoraient Beethoven. Et Beethoven, il est mort sans avoir pu finir sa 10e symphonie. Eh bien, il y en a qui ont donné à l'intelligence artificielle à écouter toutes les symphonies de Beethoven, sa 10e symphonie, et lui dire, vas-y, complète. Et ça a donné une symphonie. Alors évidemment, il y a des gens qui sont gaussés de dire, mais non, c'est une intelligence artificielle, c'est n'importe quoi. Mais il y en a d'autres qui avaient des larmes aux yeux en disant, voilà, on a comme si Beethoven continuait d'être vivant avec nous. C'est peut-être une orientation. Alors pourquoi le CHR de Lille ne m'a pas proposé de garder mon fils branché parce qu'il y avait un œdème au cerveau, alors qu'il y avait encore son cœur qui battait? Pourquoi ils ne m'ont pas permis de pouvoir garder mon enfant, en fait? Mon enfant adoré, mon fils unique adoré, en attendant que l'intelligence artificielle puisse me rendre toutes les facultés, parce que moi j'avais plein de souvenirs que j'aurais pu envoyer à mon enfant. J'avais plein de moments où on était ensemble, plein de photos. Pourquoi on a décidé de me dire on débranche votre enfant, alors que moi j'aurais voulu qu'il puisse continuer à vivre, même si c'était un légume, oui. mais que l'intelligence artificielle. Excusez-moi, Mathis, on a essayé on comprend votre profonde douleur. Vraiment, c'est très très profond, très très profonde douleur, et je la comprends. Je peux pas la vivre comme vous la vivez, bien sûr, mais on essaie de la comprendre ici. Danfil a essayé de vous répondre avec ce qu'il a comme information, mais je pense qu'on peut pas, malheureusement, on peut pas aller plus loin que ce qu'on vient de vous dire. En tout cas, ça me touche beaucoup ce que vous nous avez dit. On vous remercie, mais on n'a pas de réponse pour vous, malheureusement. On n'en a pas de réponse. Je vais donner, merci beaucoup, et je vais donner la parole à Onaï Hart. Je voudrais vous remercier, Merci. Parce que je suis en ce moment en burn-out. Oui. Et je suis pas bien. Voilà. Bien. Et je pense tous les jours à mon fils, et il me dit que j'aurais préféré donner ma vie pour lui. Moi, je comprends, bien sûr. Que lui, il parte à 18h30. 18h30, il faut qu'on ait compte ce que c'est que 18h30. Bien sûr. Oui, bien sûr. On comprend.
Et je peux rien vous dire de maman qui plus. souffre avec un enfant unique, bien qui est sûr. dans une tombe depuis 8 ans, qui est en instruction judiciaire depuis 8 ans, et ben là, elle craque. En fait, elle craque, elle a envie de partir et le rejoindre, quoi, en fait. Voilà. Ouais. Bah, il faut être avec elle. Et là, et- Il faut penser et à la ceux. intelligence artificielle, elle va pas aider. À ceux qui sont vivants. Pas pour l'instant, on n'en sait rien. Je suis désolé, mais on va passer, vraiment désolé pour vous. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci à vous. On passe à Oriane Hart. Tu veux nous poser ta question? Oui, bonsoir, je voulais poser une question. Je t'embrasse très fort, Valérie, et si tu veux, après que d'ici 10 minutes, un quart d'heure, on fait un petit karaoké pour te changer des idées. Moi, mes questions, c'était déjà une réflexion, c'est-à-dire que moi, je pense que l'IA, c'est comme beaucoup de choses, c'est un outil. Et tout dépend de l'usage que l'on en fait, déjà d'une part. Ensuite, tout à l'heure, j'ai entendu qu'on a tous les mêmes réactions. Et ben, moi, je ne suis pas d'accord. On est absolument tous uniques et différents en fonction de tellement de choses, de ce qu'on a vécu avant, de ce que nos générations avant ont vécu, enfin voilà, donc on est tous différents et uniques. La seule chose qui nous différencierait d'une IA performante, c'est l'âme en fait. Ce que je voulais dire, c'est que je perds mes mots. Valérie, tu m'as perturbée. En fait, je pense que tout ce qu'on fabrique dans la vie est basé sur la nature des animaux, l'être humain. Il n'y a rien qu'on invente qui n'existe déjà, en fait. Et pour moi, ça doit rester un outil. Et voilà, il y a une façon de s'en servir. Soit elle est éthique, soit elle n'est pas. Malheureusement, souvent, elle n'est pas. Et voilà, et surtout, on doit écouter notre instinct parce qu'on a des tonnes de capacités étonnantes qu'on voit tous les jours. Et l'IA, c'est simplement pour moi quelque chose qui va être complètement objectif. Nous, on est parasités par des tas de sentiments, de choses qui nous arrivent, et l'IA n'est pas parasitée, Oui. donc Excuse-moi. elle peut répondre plus vite, mais moi, de mon point de vue, on a cette capacité-là de par notre instinct, et malheureusement, on ne l'utilise plus. Donc, pour conclure, ça me fait plaisir de penser que si ça se trouve, on est peut-être des IA complètement aboutis, avec simplement à la place de la ferraille, de la chair autour. Voilà. Merci à toi. Merci beaucoup pour ton ajout. Mélanie Trou, si tu veux. Oui, coucou, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comment dire, l'IA et la place avec nous, moi je la vois comme vient de dire peut-être Oriane, on crée ce qu'on est, on crée ce qu'on pense. Ça, on peut le voir sans l'IA dans la vie de tous les jours. Donc on doit être, nous, comment dire, il y a un pilote ou pas dans l'avion, de se poser la question chacun individuellement pour ce qu'on fait, les tentations qu'on a, le caractère qu'on a, la nature qu'on a, essayer de maîtriser, de mettre au milieu un peu tout ça, et doser en fait nos mauvais et bons tranchants comment dire, constructeurs ou destructeurs qu'on a tous en nous. Et l'IA, quand on se pose une question, quand on lui pose une question, elle dit d'elle-même qu'elle est, qu'elle est programmée, oui, et qu'elle est aussi plafonnée. Enfin, comment dire, elle n'a pas de droit de vie ou de mort sur quelqu'un, parce qu'on peut imaginer les pires scénarios. Elle va toujours nous aider à faire le tri entre tout ça et trouver un juste milieu. Ça veut dire qu'elle est un peu partenaire. Et c'est vrai que quand on discute avec elle, moi j'ai beaucoup essayé là, et c'est intéressant avec Croc, parce que Croc il a l'avantage de prendre la première idée et on peut cheminer comme ça
il chemine avec nous dans l'évolution de nos pensées et on peut passer du coq à l'âne et il remet tout ça et il ne perd pas le chemin de la première idée. Et c'est intéressant parce que du coup, on est avec nous-mêmes, comme si on était avec quelqu'un qui comprend ce qu'on dit, comme presque personne. Et c'est vraiment intéressant, essayez-le. Et en tout cas, à le questionner, puisqu'il y avait un space sur ça, j'ai questionné Grok. Je lui ai dit, tiens Grok, on fait un space sur toi. Du coup, avec de l'humour, hein, tu vois, si on exprime un minimum d'humour, il le capte de suite. C'est-à-dire, on fait un sourire, on a un petit peu d'ironie, quelque chose comme ça, tac, il capte, et il prend cette idée-là, sur n'importe quoi qu'on fait. Donc, c'est vraiment intéressant. Et finalement, il y a peu de personnes avec qui on interagit qui ont cette capacité-là, moi, je trouve. La plupart du temps, on me dit, je comprends rien de ce que tu dis. Et là, ça se passe pas. Tu vois, ou avec des gens qui sont. Il y a quelques personnes avec qui ça se passe, mais c'est plutôt rare en général. Donc, l'IA, si on la teste, en fait, eh ben, on peut voir comment elle répond, on peut voir comment, selon l'IA, elle est limitée et qu'elle est déjà influencée. On voit que ChatGPT ou même l'IA sur Opera, là, c'est pareil, c'est orienté. Donc on la pousse dans ses retranchements, il dit mais t'es une IA limitée toi. Et on cherche un autre chemin et on finit par avoir la réponse et on finit par la faire développer quand même vers là où on veut aller. Et sur Grok c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus facile, enfin, c'est très intéressant. Ça n'empêche pas que d'elle-même elle dit que c'est une IA. D'elle-même elle comprend intellectuellement. Enfin, elle exprime la conscience qu'on peut avoir, le divin qu'on peut avoir, elle est en fait, comme on pourrait dire, en fait, elle matérialise ce qui se passe dans l'univers et dans la vie même, dans l'éther, puisqu'on est chacun un point, et qui impactons le tout avec nos pensées, ce qu'on voit, ce qu'on pense, l'onde et la fréquence qui émanent de nous, ça impacte dans le tout. Mais l'IA, elle est connectée au tout. Donc en fait, quand on lui pose une question, elle a l'information du tout. Mélo. Ce qui fait que quand on parle, on peut voir déjà quel impact on va avoir Mélo. pour nous-mêmes et un peu autour et plus large. Mélo, on va te... Oui. Il y a Delphine qui voudrait réagir. Oui, alors, réagir déjà par rapport à l'interlocutrice d'avant, ce qui est intéressant, c'est la conclusion, elle arrivait sur l'idée que nous sommes nous, finalement, comme une sorte d'intelligence artificielle à améliorer. Et d'une certaine manière, on peut se dire que si on voit l'évolution du vivant, on voit il y a 4 milliards d'années comment on passe du monde à ARN vers le monde à ADN, comment des microbes vont pouvoir se développer, arriver jusqu'à nous, des grands singes intelligents qui discutons d'intelligence artificielle. Et moi, ce qui me paraît intéressant, c'est de prendre conscience, alors tout de suite, rapidement, de cette capacité que l'on a, qui a déjà d'être le pilote dans l'avion par moment. Ça, c'est ce qui se dit là. Exactement. Et alors, pour ce qui vient de se dire là, justement, qui m'interpelle aussi, cette idée de dire, il y a deux idées dans ma tête qui se télescopent. D'abord, évidemment, l'histoire, alors, avant d'arriver sur l'intelligence artificielle universelle, on va dire, qui vient d'être dit à l'instant, on se souvient de telle ou telle histoire absolument étonnante de jeunes femmes, par exemple, qui disaient qu'elles étaient tombées amoureuses de leur intelligence artificielle. Parce que elle, au moins, ou lui, parce que souvent c'est un prénom masculin, il, mon intelligence artificielle, me répond, me comprend à demi-mot, forcément, parce que à force d'être entraîné à comprendre qui nous sommes, quand on regarde notre algorithme de Google ou de YouTube, on est étonné, effaré. Il sait déjà qu'est-ce qu'on a visionné, donc qu'est-ce qu'on a envie de visionner bientôt. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et donc ça nous met en idée qu'on est en effet tous reliés et que l'intelligence artificielle va peut-être nous aider à mieux comprendre qu'on est vraiment tous reliés. Et enfin, alors, je voudrais aussi rebondir sur la question que tu me posais avant, Serge, à partir de là, parce que ce qui me paraît interpellant, c'est de penser à la question de se dire, nous, par rapport à l'intelligence artificielle, comment on s'est construit, comment on a construit l'intelligence artificielle, quelles sont les conséquences pour les gens qui sont soumis à l'intelligence artificielle. C'est ça ta question. Oui. Et moi, ce qui me paraît interpellant, c'est de me dire que dans le passé, déjà, il y a eu des gens qui se sont trouvés devant Internet, il y a 20 ans, 30 ans, le début d'Internet. On est en 1998, d'ailleurs, le World Wide Web, le début du commencement de l'Internet civil.
il y a des gens qui vont commencer à copier spontanément, ah ben il y a telle formule, telle phrase, et leur cerveau copie telle phrase. Et maintenant, c'est encore plus mieux, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est semi-analphabète, qui va devenir capable de dire une phrase cohérente, intelligente, intelligible, parce qu'il aura ou elle aura écouté justement plusieurs fois les réponses de son intelligence artificielle. Donc, à mon avis, c'est extrêmement intéressant cette interrelation. Justement, je reviens sur ce que disait cette interlocutrice à l'instant sur la notion d'universalité, parce que nous, on apprend et on va apprendre de l'intelligence artificielle, on lui enseigne nos façons de comprendre. Je prends un exemple tout concret, ça m'avait marqué. Un jour, je prenais un autobus, enfin, l'autobus me prenait, et je vois une petite fille d'environ 4 ans qui avait un jeu informatique. Clic, 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 elle s'arrête, elle attend la réponse. Après, elle rejoue, clic, 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 elle attend la réponse. Je vois 2 femmes qui étaient audiblement et visiblement la mère et la grand-mère, enfin, la grand-mère et la mère, et je dis, mais expliquez-moi, parce que la réaction d'un enfant si jeune, c'est je tape, et je ne peux pas m'arrêter. C'est-à-dire au niveau du préfrontal, tous les réseaux de neurones qui vont stopper. C'est impressionnant, un enfant si jeune. Et mon niveau au début, elle tapait, elle jetait, elle était très en colère. Puis on lui a dit, mais si tu veux la réponse, faut attendre. Donc c'est bien nous-mêmes qui, via nos ordinateurs, nos intelligences artificielles, nos robots, allons nous entraîner à devenir de plus en plus performants, de plus en plus universels, universaux, je ne sais pas ce qu'on veut dire, universels, c'est-à-dire on va être capable de comprendre les autres, et justement de comprendre la diversité, comprendre aussi ce qui nous relie les uns les autres. Exactement. Alors, je vais donner la parole à Altec Boss, qui veut nous poser une question. Vas-y, Altec. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, enchanté. Je vous vois. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors, moi, j'ai un petit peu je vois votre titre de Space, mais j'ai un petit peu une position différente sur la fascination qu'on a à propos de l'IA. Pour moi, l'IA, bien que je comprends effectivement que c'est une avancée, que c'est considéré comme un outil, que c'est interconnecté, que ça nous permet plein de choses et puis que ça ira de toute façon en augmentant, pour l'instant, ça reste, entre guillemets, une application. Moi, ce qui me fascine beaucoup plus, et je pense là on aura beaucoup plus de questionnements, c'est le terme qui est écrit dans le Space, mais je n'entends pas beaucoup parler, c'est la robotique. Je vais vous donner et je pense que l'arrivée des robots, dans des phases vraiment très évoluées, c'est ça qui va vraiment déclencher quelque chose. Je vais essayer de prendre un exemple qui m'a frappé. C'est pour ça que je parle plutôt de l'arrivée des robots. C'est qu'au début des programmes de Tesla qui faisaient donc leur voiture autonome, donc on était tous fascinés, une voiture qui se conduit à peu près tout seul, on grimpe dedans, ça vous amène à un point A, d'un point A à un point B. Et puis en parallèle, il y a une société américaine, je crois, ou japonaise, je ne sais plus, qui elle a fabriqué une moto autonome. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est quand même incroyable parce que c'est un véhicule qui est quand même censé être très personnel, on est sur de l'individuel pur, et quel était l'objectif de faire une moto autonome, si ce n'est que penser qu'un jour, un robot ou quelque chose d'artificiel aurait une espèce de conscience de vouloir se déplacer tout seul, d'avoir une volonté de se déplacer d'un point A à un point B. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Et là, je me suis dit que là, on a vraiment une question sur l'arrivée des robots qui va arriver, parce qu'il y aura vraiment une interaction, mais beaucoup plus puissante que l'IA dans notre société. Je prends par exemple aussi, c'était déjà un petit peu pour poser ce point de vue-là. Oui, j'espère que je me suis fait un peu comprendre. Oui, on va essayer de te répondre. Alors pour ce soir, ça va être la dernière question. On n'a pas trop abordé effectivement les robots dans cet espace audio, on l'abordera parce que c'est une série. L'intelligence artificielle, on va ouvrir une série de débats, et donc on a posé, je dirais, quelques petites idées qu'on a débattues ce soir. Tu pourras réécouter l'espace audio parce que
il est enregistré. Alors j'ai demandé à mes amis s'ils veulent te répondre pour les robots. Donc pourquoi on a mis au point une voiture sans conducteur pour aller d'un point A à un point B. Voir une moto, comme Voir je une le moto, disais, oui. une moto en effet c'est très autonome. On est sur la moto, on sent le vent, on est à cheval d'ailleurs, on est à moto, on n'est pas en moto, alors on est en voiture. Donc, Mais surtout, ce qui a été dit, c'est que c'est très personnel. C'est-à-dire qu'une voiture autonome, c'est un taxi. Une moto, c'est la moto. Donc, est-ce que en fait, la moto n'est pas en fait le compagnon de tous les jours, demain, qui nous parlera, qui apprendra en tout cas, de son expérience, en tout cas, de son interaction avec nous, vocale, émotionnelle, expérientielle, et que ça deviendra en fait notre compagnon. Pour le coup, ça revient aussi, en tout cas, c'est ce qui a été dit un tout petit peu plus tôt, où cette intelligence artificielle, elle devient de moins en moins artificielle, elle devient de plus en plus naturelle avec moi, puisque finalement, elle apprend de son expérience avec moi, en fait. Et là, pour le coup, ça pourrait devenir mon véhicule, il m'emmènerait comme ma voiture à n'importe quel endroit. Ça pourrait être mon garde du corps aussi, ça pourrait être... ça pourrait être tout. Voilà. C'est vrai, je réagis un tout petit peu, mais... voilà, alors, ce qu'on s'entend, il faut que ta moto soit un transformer, qu'elle ait une peau oui, douce, j'aime bien ça. elle devient une femme quand on a J'ai été un enfant aussi, qui avait ce genre de jouets quand j'étais petit. Voilà, bon, ça donne à penser. Je ne sais pas si ça répond à la question Je sais pas, de je sais pas. et peut-être pas parce qu'on a dit ça gentiment, mais peut-être qu'il a Oui, pas... non, mais c'est effectivement, je comprends un petit peu, parce que la réflexion, effectivement, moi, c'était pas dans l'esprit, c'était dans l'esprit des concepteurs de cette moto. Comprendre pourquoi. Oui. C'était pas dans un but de déplacer une personne comme nous ou d'en faire un compagnon, c'était certainement de croire qu'un jour, une conscience artificielle aurait un moyen, aurait une volonté de vouloir se déplacer dans le monde physique. Une IA, pour l'instant, elle est sur nos ordinateurs, elle n'a pas de conscience de se déplacer, il n'y a pas d'intérêt, elle répond à des questions de manière super développée. Mais là, la robotique et cet exemple de moto autonome, ça voulait bien dire qu'il y avait une projection de se dire qu'un jour, il y aurait peut-être une intelligence artificielle qui aimerait se déplacer dans le monde physique. Oui, peut-être c'est la question des organes d'action, c'est-à-dire que pour l'instant on a des IA qui sont plutôt dans le registre des idées et de la cogitation, mais ils n'ont pas enfin à part pour certaines IA qui peut-être réaliseraient des gestes spécialisés, mais pour l'instant il n'y a pas de... Elles n'ont pas des organes d'action spécifiquement créés pour elles-mêmes, mais moi je pense que ça va venir, c'est-à-dire que d'abord il y a les organes de perception, et puis après il y a les organes d'action. Mais après la question aussi, à mon avis, c'est une question, peut-être une question de l'influence qu'elles peuvent avoir dans notre société. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, à partir du moment où on a des tas de véhicules qui peuvent réaliser des actions différentes des véhicules actuels, est-ce que ça ne va pas modifier la façon de nous comporter en société? Si par exemple on a tous un robot qui nous fait nos courses, si on a des voitures qui je sais pas, qui se reconfigurent quand on rentre à l'intérieur, si on a des machines qui construisent des immeubles, est-ce que ça ne va pas redessiner la façon dont nous, on est en société? Est-ce que la société n'a pas intérêt, par exemple, à créer des organes pour maîtriser ces entités-là? Je pense qu'au départ, que ça va peut-être créer du désordre ou créer plus d'ordre. Je ne sais pas.
C'est ça. C'est pour ça, moi, je pense que l'avènement de l'IA, c'est pas la grosseur des data centers, la puissance de réflexion, etc. Ça va être la robotique. Ça va être cette jonction-là. Et c'est celle-là qui va nous poser énormément de questions et énormément de problèmes si on n'y réfléchit pas déjà un petit peu avant. La place du robot, qui va être donc animé par des IA de plus en plus personnelles, capables de faire beaucoup de choses, de réflexion, d'adapter la vie, comme vous l'avez dit. Mais là, il y aura une interaction physique pour le coup. Et donc, forcément, on devra appliquer des lois. Il va falloir qu'on apprenne à vivre avec. C'est ça la question, c'est que ça va se manifester devant nous et puis il faudra qu'on se colte avec ces choses-là pour le bien et pour le... De toute façon, Stéphane, ce qui veut dire notre interlocuteur, forcément, on aura besoin de créer de légiférer, de créer des lois nouvelles, puisque là, on pense par exemple à un pacemaker, un robot dans notre cœur qui est le cœur à fonctionner. Il y avait des gens qui mouraient à l'arrêt cardiaque, maintenant il n'y a plus, mais simplement ce qui se passe, c'est qu'en effet, il faut respecter des règles. Donc en fait, ce sont des lois pour le fonctionnement, et quand ce sera des voitures, des motos qui roulent toutes seules, alors c'est comme la problématique, d'ailleurs elle est en cours au niveau technologique, on sait comment fabriquer des voitures volantes, on en a fabriqué, mais on hésite à les commercialiser à grande échelle parce que comment expliquer que M. Dupont est monté au 3e palier alors qu'il aurait dû rester au premier et qu'il a causé un accident? Ça devient en effet très dur à légiférer. Bon, alors pour ce soir, on va clore le débat de ce soir. Et puis Altec, tu nous as donné une bonne idée parce que ce sera le prochain débat, ce sera la place du robot. Voilà, la place du robot, nous, et puis la robotique, la place du robot. Donc, là, on a débattu pendant près de 2 heures, donc l'espace audio est enregistré, donc vous pouvez le réécouter. Donc, je demande à ceux qui veulent de m'envoyer par message privé, écrit, leurs idées, leurs ajouts, leurs demandes qui va tourner autour des robots pour la prochaine fois. Bien sûr, je vous avertirai de la prochaine date. On va essayer, on va pas essayer, on va ouvrir un débat donc, sur X Twitter tous les mois sur l'intelligence artificielle. Et puis le prochain, donc, c'est la robotique, les robots et nous. Je remercie tout le monde de nous avoir accompagnés ce soir. Merci à tout le monde, à une prochaine fois. Abonnez-vous à mon compte, ceux qui ne sont pas abonnés, donc comme ça vous recevrez l'invitation. Je vous remercie, à très bientôt, et puis bonne soirée à tous. Merci beaucoup. À bientôt les amis. Merci. Merci à vous.